Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Est-ce que bonsoir. vous êtes là? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Que vous êtes chaud ce soir? Oui. Et tout qui... Non, c'est bon, c'est bon. Oui, j'ai cru que tout partait en vrille aussi, mais Ah, ça a l'air ça t'a d'aller. eu. Bah, c'est l'image qui a freeze pendant un moment, mais Ah ouais, c'est bon. bah moi c'est aussi sur mon écran. Je sais pas pourquoi des fois il me fait ça. Mais Tout bon, va on est bien. là, tout va bien. Si vous êtes là, mettez des bonjours, des bonsoirs, des bonjoirs, des Des bonsours dans le bons, des chat. bons. Et ouais, bah écoutez, petit live chill hein, ce soir. Oui, bon, on va essayer de reprendre notre notre rythme habituel, mais en fait même pas tant que ça, parce que la semaine prochaine on fera pas de C'est live. les vacances. C'est les vacances, là on est Mais mercredi, donc on pourra peut-être faire un live après les Césars pour débriefer parce qu'il va y avoir oui, des choses à dire. Donc sûrement, voilà. sûrement, Parce que on sûrement. rappelle, les Césars, c'est en fin de semaine prochaine, le C'est 20. vendredi de la semaine Mm. prochaine. Voilà, c'est le 23. C'est pas le 24? C'est... Ah, j'ai Windows Tu m'as 11, vu? je sais plus où est mon calendrier. Ah, Ah, c'est là. Oui, c'est le 24, tu as raison. ok. C'est le vendredi 24. Donc voilà, voilà. Oui, tu m'avais dit, faut pas que je parte le 24. Mm, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, du coup, on va quand même essayer, s'il y a un peu de monde, de faire notre émission un peu classique, entre guillemets, ce soir. Et puis ensuite, on va essayer de rattraper les wagons dans les prochaines semaines. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'arrive pas à revenir sur notre Ah, rythme classique hebdomadaire. c'est sûr que entre la fin d'année où on a pris quand même trois grosses émissions pour faire Mm. notre bilan, On a 4 euh, semaines pour faire ces 3 émissions. eh ouais, bah, c'est pas rien quand même. Mm. La maladie, les grèves, tout ça, c'est vrai que ça a pas été évident ces derniers temps, C'est mais vrai. on Après, va on a essayer de se laissé les, remettre. oui, on a laissé les gens avec 6 heures de contenu de retour sur l'année 2022. Donc C'est pas mal. franchement, il y avait de quoi. Je pense qu'il y a personne qui a maté les 6 heures. Donc franchement, on a donné, Vous avez de quoi faire, hein, voilà, vraiment. il y a de quoi faire. On Mm, peut faire une petite pause. tout à Et fait. puis voilà, et puis ce soir, du coup, peut-être qu'on fera un petit jeu s'il y a un peu de gens motivés. On va Peut-être. revenir un petit peu sur des points d'actu. Et puis on va faire du coup des lectures. Donc on a changé, enfin j'ai changé le programme qui était prévu pour s'adapter un peu avec l'actualité, puisqu'il y avait le festival Travelling à Rennes, où nous nous sommes rendus, qui cette Oui, tous les année jours. était, tous les jours, qui cette année était centré autour de la ville de Santiago du Chili, Au Chili. au Chili, du coup comme son nom l'indique de manière très subtile. Vive Très la subtil. géographie, c'est très simple. Et donc du coup du cinéma chilien. Et donc on a pu voir pas mal de films intéressants, mais entre autres des films de Patricio Guzman, qui est donc peut-être aujourd'hui le réalisateur chilien qui pop dans la tête des gens quand on parle cinéma chilien, même si paradoxalement c'est quelqu'un qui n'a fait que très peu de films au Chili, comme beaucoup de réalisateurs. C'est un réalisateur de l'exil. Et du coup, on va faire, si ça intéresse les gens, quelques petites lectures autour de Patricio Guzman pour voilà, parce que vu qu'on vient de voir plusieurs films, on est frais comme des gardons pour en parler, pour commenter, Ouais. et ça paraissait un peu dans l'actualité, donc c'était plus logique de caler ça maintenant et de revenir sur les textes qu'on avait prévu de lire plus tard, parce que il n'y a pas d'urgence non plus. La nouvelle vague restera la nouvelle vague, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Au moins, c'est quelque chose qui est assez immuable dans le temps. Mm, La nouvelle vague, au final, donc bon, c'est vrai. on peut toujours y revenir plus tard. Et on va revenir sur. Est-ce qu'on va revenir sur le festival avant de parler plus en profondeur Oh de bah on peut, Patricio oui. Guzman ou On pas? peut, Ouais. effectivement. On peut faire un petit tour Ouais. d'horizon de ce qui a été projeté, de ce qu'on a vu, Mm, etc. tout à fait, c'est des choses à dire. Bah, est-ce Mm. qu'on commencerait pas du coup par des petits points d'actualité Ouais, bien sûr.
Je sais pas, qu'est-ce que... Si tu vois des points d'actualité, moi j'en vois quelques-uns. Bah, il y a les Césars, on en a vite fait parler. Césars Ouais, qui mais se... bon, On va à en ce stade-là, reparler. à part attendre, on peut pas faire grand-chose. Moi, j'aime pas trop faire des pronostics Ah non, c'était pas pour les en général, pronostics. donc C'était par rapport à mais l'actualité de les Césars qui sortent d'une polémique, qui sortent de la sauce et qui retombent dedans à pieds joints. Puisque il donc... retombe. bah, il y avait eu la polémique avec la nomination meilleur espoir, enfin la présélection, c'est pas une Oui, nomination, peut-être meilleur explique plus en détail espoir. au cas où. Bon, on en a déjà parlé, meilleur espoir pour un acteur qui du coup était dans le film Les Amandiers, qui est accusé d'agression sexuelle. Donc les Césars avaient fait tout un communiqué pour dire quelles allaient être les modalités cette année et annoncer des réflexions pour les années prochaines. Euh, mais donc voilà, une année de transition. Ça avait fait polémique, est-ce que vous avez pris des bonnes décisions ou pas, on en avait vite fait parler. Ils avaient réussi quand même à faire passer ça, ils avaient quand même peut-être, on va dire, un consensus mou sur leurs décisions parce que c'était des décisions de transition et que ils annoncent, de, ils annoncent prendre leur temps pour l'année prochaine et toutes les autres années, réécrire Ouais. les textes d'organisation interne, texte officiel d'organisation des Césars. Donc, on attend, C'est des tant gros mieux, changements voilà, structurels en soi, c'est mais nécessaire. c'est vrai que la réaction immédiate, elle était étrange, on va dire. Oui, t'es mitigé, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que la nouvelle actualité, les nominations sont tombées il y a quelques semaines, et quasi totale absence des femmes. Ah oui, Donc, ils bah étaient oui, bien sûr. sortis d'une sauce, parce que voilà, bon, c'était passé, en plus, les nominations sont tombées, il est pas nominé, donc la question se pose plus, donc de toute façon, ils étaient tranquilles. Sauf que la nouveauté, en fait, bah, il y a quasiment aucune femme qui est nominée dans la plupart des catégories. Il n'y en a aucune Euh, nommée parmi les meilleures réalisations, par exemple. ouais, et on a une meilleure film qui est donc du coup Valeria Bruni Tedeschi. Oui, Voilà, et en fait, à part les qui Amandiers a réalisé Les Amandiers, voilà, du de coup. Tedeschi, il n'y a pas vraiment de. Enfin, il y a très peu de films à la part des femmes qui sortent leur épine du jeu dans ces nominations, alors que bah, c'était une année quand même plutôt riche, qui a Ouais. vu des films qui ont quand même marqué. On pense bah, aux deux films avec Virginie Fira, Revoir Paris, Les Enfants des Autres, qui ont quand même tapé les 500 000 entrées. On pense à Saint-Omer d'Alice Diop, qui bah, s'est sorti avec 2 prix à Venise et représenté la France aux Oscars. Oscar. Donc du coup, c'est un peu bizarre quoi, d'envoyer un film français aux Oscars et nous de pas vraiment le célébrer chez nous. Il y a une espèce de divergence. Il y Alors a un évidemment, c'est biais. pas les Il y a mêmes un gens biais qui. cognitif un peu Mm. là-dedans. Ce qui, effectivement, est étrange, surtout que si vous avez vu une partie de notre bilan de l'année, on s'était beaucoup attardé sur les films féminins, même peut-être pas forcément faits par des femmes, mais en fait, en soi, il y avait une espèce de déplacement, de sursaut en se disant, mais oui, mais les femmes ont des choses à raconter et à exprimer. Et en fait, avec cette nomination, moi, je sens pas vraiment ce sursaut-là à l'Académie des Césars. Enfin, ils sont malgré tout encore à la traîne, malgré leur excellente décision par rapport à l'agresseur sexuel enfin, qui jouait dans Les Amandiers, enfin le présumé agresseur. Il y a aucun notaire qui est en train de regarder notre live et qui dit genre attention, la présomption Oui, d'innocence. T'es pas obligé de rajouter présumé hein, ouais, à t'as raison, partir de t'as là. raison. Mais en fait, c'est juste qu'ils sont vraiment à la traîne, j'ai l'impression, on change chaque année. Alors, soit ils sont complètement à côté de la plaque, comme quand ils avaient donné le César à Polanski de meilleure, je sais plus, meilleure réalisation, Réalisateur. ce qui est Mm. quand même un gros coup de provoque, hein, Oui. qu'on se le dise. En plus de tous les Et autres c'est- Césars que le film avait récolté. oui, oui, bien sûr. Et en plus, et cette année-là, bon, ils sont moins à côté de la plaque, mais ils sont tiédasses, quoi. Bah c'est J'ai qu'on dit, l'impression il qu'ils y a sont quand pas même des en... oublis quoi. Il y a Oui, toujours mais des oublis, mais il y a quand même des oublis un peu bizarres. ils sont ni en phase avec la société, ni en phase avec l'élan féminin, féministe du cinéma actuellement. Enfin, c'est quand même plutôt préoccupant, quoi. Oui, bah c'est vrai que c'est surprenant parce que quand tu regardes les films français qui ont fait beaucoup parler cette année,
bah, il y en avait quand même pas mal qui sont été réalisés par des femmes et qui sont totalement Mhm. absents. Et c'est pas genre du pinaillage en mode ah, faut aller faire la discussion positive. C'est vraiment des films, enfin on l'a dit, Mais c'est c'était des du bons 500 000 films. entrées, c'est des films qui ont marqué. On peut penser aussi aux 5 Diables, qui, moi je trouve que c'est une aberration que le film soit pas nommé pour la meilleure photographie. Il y a- Ouais. Voilà, donc il y a des oublis, ça a fait réagir en tout cas, ça c'est sûr. Il y a eu pas mal de débats, pas mal de retours. Là, c'est un peu calmé, mais au moment de l'annonce des nominations, il y a eu beaucoup de mouvements. À tel point que c'est créé même un nouveau prix qui va être remis le même soir que les Césars, il me semble. Alors j'ai oublié son nom. Mais en réaction, des gens ont créé un prix pour récompenser un film réalisé par une femme. Et du coup, le prix sera remis le soir même des Césars, Dans un peu une. pour faire un pied de nez, quoi. Hmm, Voilà, je je suis sais en plus train de comment s'appelle le chercher, film. mais je sais pas trop quoi chercher. Je sais plus du tout le nom, donc j'avoue, j'ai pas noté. Mais voilà, donc il y a eu pas mal de réactions du côté des médias, du côté des réalisatrices, du côté, évidemment, du collectif 50-50 qui milite pour une meilleure représentation des femmes dans le cinéma français. Hmm. Donc voilà, on verra les résultats, on en reparlera après le 24. Mais c'est sûr que s'il y a peu de femmes nominées, il y aura peu de femmes récompensées. Donc après, voilà, on verra ce qu'il en ressort, quelles étaient les dominantes, et puis ensuite on se redirigera vers. Portera nos regards vers l'année prochaine, quoi. Avec encore et toujours de l'espoir, hein. Avec toujours de l'espoir, oui, parce qu'il y a quand même. Enfin voilà, nous, on n'est pas en mode il faut cancel les Césars, il y a quand même des choses intéressantes. Bah non, Et moi on je va pense toujours. toujours que c'est une cérémonie très très légitime pour le coup. Ah ouais, je suis Peut-être d'accord. plus que le Festival de Cannes parce que bah c'est plus démocratique et ça représente l'ensemble des professions du cinéma, mais ça m'empêche pas de me dire qu'il y a évidemment qu'il y a des problèmes structurels et qu'il faut absolument faire quelque chose quoi et se Bah mettre en oui. phase avec la société un peu. Mais bon, à la Bah, limite c'est parce ça. qu'elle est légitime qu'il est intéressant d'en discuter, de la critiquer, de la Bah commenter comme on oui, fait actuellement. c'est Donc, parce qu'on l'a. Enfin, je veux dire, on parlerait pas comme ça des Oscars, on s'en fiche non, oui, des parce qu'on s'en Oscars en fout, soi, donc. exactement. Donc, voilà, voilà. Et il y a eu, c'est la période des prix et des Mm. récompenses. Euh, pour une fois, étonnamment, cette année, on a beaucoup parlé des Goya, les prix, Oui, donc l'équivalent bien sûr. espagnol des Césars, qui, comme toujours, ne nominent clairement pas les femmes, hein. C'est-à-dire que nous, on critique, mais alors Bien eux, ils sûr. sont tellement derrière C'est même pas la que peine, c'est quoi. même plus un autre niveau. Mais après, c'est aussi qu'il y a beaucoup moins de femmes qui réalisent des films en Espagne Mm. et que Mm. les Goya, il y a toujours un film ou deux qui sont nominés dans tous les prix et qui vont tout recevoir. Et là, ça n'a pas manqué. Il y avait un film qui était évidemment au-dessus du lot, Et qui a qui a tout roulé sur tout le morflé, monde. comme chaque année, As- et donc c'était Asbestas. Voilà, t'allais me dire. Asbestas, on en a beaucoup parlé ici de Asbestas. Oui, et donc on a beaucoup parlé en France, pour une fois, parce que Mm. Asbestas, c'est un film franco-espagnol avec des acteurs français, avec Marina Foïs, Denis Ménochet, qui a reçu le Goya du meilleur acteur, qui a fait un très Bravo à joli lui. discours dans un espagnol tout cassé, ce qui nous prouve qu'il a fait beaucoup de boulot pour le film, parce qu'il n'est pas spécialement hispanophone en fait. Ouais. Donc bravo à lui quand même, ça montre qu'il s'est beaucoup engagé sur le film, parce que dans le film il parle quand même espagnol Il parle à bien, plusieurs en moments vrai. et il s'en Ouais. sort quand même bien. Oui. Donc voilà. Et donc le deuxième film qui a reçu les quelques Goya qui restaient, c'était donc Modelo 77, j'ai plus son prénom, enfin j'ai plus son nom, mais qui était le réalisateur de La Isla Minima, qui est un film qui n'est toujours pas sorti en France, donc on espère qu'il va être distribué. Maintenant qu'on peut mettre sur l'affiche, a reçu 4 ou 5 Goya, je sais plus exactement. Oui, donc Euh, on espère qu'il va quand même faire. voilà, sachant que les autres films de ce réalisateur ont été distribués. On attend toujours un an et demi à chaque fois qu'on veut voir un film espagnol en salle en France. Bon, bah voilà, ça va être encore le cas. Mais bon, voilà. Donc, du coup, c'était les Goya aussi marqués par le décès de Carlos Sora, qui devait Eh recevoir un oui. Goya d'honneur, qui est mort dans la matinée de la cérémonie, du jour de la cérémonie. Ouais, c'est pas de chance. Voilà. Donc,
Donc c'est pas de chance, effectivement. Et donc émotion, parce que c'était quand même le dernier représentant d'une certaine période du cinéma espagnol, d'un cinéma espagnol qui a existé avant la fin de la dictature. Donc voilà, c'est quand même un réalisateur qui avait 90 ans, même un peu plus. C'était un peu leur Godard à eux. Et alors pas en termes de film, hein, mais en termes d'âge et de représentation et tout ça. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était une cérémonie particulière en Espagne pour le cinéma espagnol. Pour tout ça, du coup. Voilà. Sinon en termes d'actualité, il y a Astérix qui est sorti et qui fait de très bons scores et qu'on n'a pas vu. Non, pas encore. Mais j'ai l'impression qu'il est sorti, tout le monde en a parlé et que bon, il va faire un très bon score parce que c'est Astérix et que tout le monde va aller voir le nouvel Astérix. Mais que Mais pas grand monde l'aime quand même. j'ai l'impression que malgré tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que. Et j'ai l'impression qu'il y a une indifférence polie. Il n'y a même plus une haine comme sur les deux derniers où les gens pouvaient être vénères, critiquer le film. J'ai vu très peu de gens finalement mettre des extraits du film, commenter le film, ce qu'il raconte, commenter Ah, comment il est filmé. il y a surtout un extrait qui a tourné, mais c'est tout en vrai. Je pense auquel, celui Celui à où côté de elle, l'eau. celui trop moche là, qui ressemble à un téléfilm. Oui, à côté de l'eau, ouais, oui, 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 à côté de effectivement, l'eau, c'est il est ça, oui. ignoble. Et encore, ce qui a été surtout critiqué dans cet extrait, c'est l'aspect vraiment pas très super joli de la cinématographie Oui, bah ouais. et tout, quoi. Alors que la scène est autrement plus dégueulasse parce qu'elle est très sexiste et vraiment pas drôle, apparemment. Ah, Voilà. mais donc du coup, j'ai l'impression que le film bon, fait son score, fait son chemin vraiment sans problème. Hein. Je crois qu'il a déjà dépassé largement le million d'entrées. Mais, euh, mais dans une espèce d'indifférence polie. Donc voilà, peut-être que les gens n'attendaient pas ça aujourd'hui. Alors c'est pas la bonne période. Donc on verra ce qui va en être du prochain gros blockbuster français à sortir qui sera Les Trois Mousquetaires, la première partie. Pour voir du coup est-ce que ça va être le cas de tous les gros films de grosses productions françaises, ou est-ce que c'est que le côté Astérix, voilà, coloré, BD franco-belge, en adaptation live, est-ce que ça a fait son temps? Peut-être. Peut-être que aujourd'hui tout le monde s'en fout. Enfin, à relativiser, hein, Je parce sais qu'il y a un pas. énorme score, mais. Je sais pas, mais je t'interromps au milieu de ta Oui. diatribe. Je crois qu'on est plusieurs. Du coup, Incroyable. s'il y a des gens qui sont là, bienvenue à vous. Ah oui, c'est vrai N'hésitez qu'il y a pas à des vous gens. installer. Ben N'hésitez oui, pas à vous installer et mettez-vous puis bien. parlez avec nous. On serait ravis de vous entendre. Et de Voilà. On parlait discuter. des Césars à l'instant, donc si vous avez quelque chose à dire sur les Césars, si vous attendez Hmm. avec impatience ou si vous en Alors, je fichez, ne pense pas. tout nous intéresse. Je pense que tout le monde s'en fout, mais. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Donc, Et sinon, la dernière petite actu que je vois, c'est qu'il y a eu plusieurs annonces de réalisateurs et réalisatrices qui ont été libérés de la prison des vins en Iran. oui, Du coup, c'est quand même plutôt positif. très, très C'est quand même plutôt positif. positif. Alors, ça ne change rien ce qui se passe de manière générale en Iran actuellement. Mais on peut quand même être soulagé de voir qu'il y a une mobilisation internationale qui, quand même, Porte ses fruits. porte ses fruits. Parce que, Oui, donc, après, donc, Jafar Panahi, qui a été libéré il y a quelques temps, 3 jours après avoir démarré sa grève de la faim, c'est l'immense réalisateur Mohamed Rasoulov, dont je vous conseille chaudement son dernier film Le Diable n'existe pas, qui est un film qu'il a tourné en Iran dans l'illégalité. Euh, donc, euh, donc voilà, enfin oui, dans l'illégalité, avec une production semi-amatrice parallèle, et qui est un film magnifique, et donc qui a été libéré il y a 2 jours, il me semble. oui. Et aujourd'hui, c'est une réalisatrice de documentaire, dont malheureusement je n'ai plus le nom en tête, mais qui a été libérée. Donc voilà, on peut espérer que ce mouvement continue. En plus, c'est une réalisatrice qui avait été quand même condamnée
a une peine lourde et qui finalement est libéré et potentiellement n'aura pas à purger sa peine, puisque les peines lourdes en Iran incluent quand même des coups de fouet, donc on peut espérer qu'elle n'ait pas à souffrir ça. Et voilà, on va continuer de regarder ce qui se passe là-bas, mais ça peut, en tout cas si on regarde juste de notre point de vue, nous, d'émissions de cinéma, on peut espérer peut-être un jour un retour du cinéma iranien, probablement pas tout de suite, mais on peut espérer qu'un jour on revoit un film iranien au cinéma. Ce Ouais. serait bien. Mm. Donc voilà. Bon, je sais pas si t'as d'autres actus, sinon on peut peut-être commencer les lectures, on va peut-être pas faire de jeu s'il n'y a pas grand monde pour l'instant. Non, c'est vrai, on peut sauter cette étape-là, je pense. Mais on devait pas parler de travelling Bah si, avant? bah on va faire les deux. Les deux, d'accord. Bah oui, c'est logique. Oui, c'est vrai. Mais parce que du coup, pour redire ce qu'on disait tout à l'heure, on a été au festival Travelling à Rennes qui s'est terminé hier, qui était centré autour de la ville de Santiago du Chili, au Chili. Et, euh, et c'est un très bon festival, comme chaque année. Tout On à a vu fait. plein de jolis films, on a vu des films moins bons évidemment, Mm. mais c'est le lot de tout festival. Oui, c'est nous, on a pris un pass en fait, et du coup, on pouvait aller voir les films un peu comme on voulait en illimité, ce qui fait que on va en voir beaucoup au hasard. Forcément, il y en a quelques-uns qui sont moins bons, tout ça, mais c'est quand même plutôt agréable en fait de juste aller découvrir plein de films, en voir trois ou quatre par jour, comme ça, et parfois sans aucune info ni sur les films ni sur les réalisateurs, parce que ça donne lieu à de très belles découvertes. Euh, Personnellement, j'ai découvert Patricio Guzman, dont on va parler après. Mhm. Et c'est magnifique, documentaire, très beau et très poétique. Mais on a aussi découvert d'autres réalisateurs de documentaires. Et j'avoue que c'est surtout en fait les documentaires pendant cette édition qui m'ont transporté et qui ont été une vraie révélation du cinéma chilien et même du cinéma en général. Mais bon, ça devrait pas être étonnant vu que le Chili c'est un gros pays de Mhm. documentaristes. Voilà. Et un gros pays de poètes aussi. Je crois que les deux ont quelque chose à voir du coup. C'est sûr. Alors pourquoi c'est un grand pays de documentaristes, le Chili? Et bah, je suppose, à cause de leur histoire récente assez agitée. Euh, Parce que le documentaire, c'est l'archivage des mémoires, le fait de capturer sur pellicule, mais de façon plus artistique qu'un reportage, disons. Le visage, la voix, l'environnement, la nature, etc. Et étant donné que le Chili a subi une dictature militaire dont il se remet assez mal, et que il y a encore aujourd'hui des personnes disparues qu'on ne retrouve pas et dont on ne sait même pas où sont les corps, enfin voilà, ni même la manière dont elles sont mortes, enfin c'est assez horrible. Je pense que le fait que ce soit connu pour un gros pays de documentaristes, pour être un gros pays de documentaristes, c'est pas seulement nous occidentaux qui en avons une vision déformée, c'est que je pense que c'est que quand tu as une histoire familiale et l'histoire de ton pays qui a des trous, des gouffres parfois, et des traumatismes très très récents, parce que les personnes qui ont subi la dictature, qui ont subi des tortures et tout, elles sont assez jeunes encore aujourd'hui, hein, elles ont la cinquantaine pour certaines. Voilà, et le documentaire, c'est une forme de catharsis, et en même Elles temps... peuvent pas avoir la cinquantaine, vu que c'était il y a 50 ans. Ah, bah elles sont plus âgées, mais ça reste assez jeune quand même, Enfin quoi. après, Elles sont pas... oui, c'est sûr, elle a duré longtemps, mais elle a démarré il y a 50 ans, en Oui, et 73. enfin, je veux dire, elle a démarré il y a 50 ans, Mm. mais ça veut dire que des personnes plus jeunes, Oui, quand oui, même, non, l'ont vécu, Mm, et même oui, les bien gens qui ont sûr. perdu leurs parents, Mm. leurs grands-parents, etc. Enfin, bref, voilà. Et je sais plus ce que je disais avec tout ça, Bah, Jonah. tu disais justement que bah, c'est quelque chose qui était encore très présent, qu'il y avait des gens encore jeunes, Tout c'est à ce que fait, tu dis, et donc c'est ça ça. explique pourquoi c'est encore présent le documentaire dans le Bah oui, cinéma chilien.
Le documentaire, je disais du coup, pour moi en tout cas, une forme de catharsis et en même temps d'archivage. Donc ça pourrait paraître un peu contradictoire parce que catharsis, c'est l'émotion brute, on va dire. Et le fait Mhm. d'archiver et de documenter, bah, c'est plus factuel, un peu plus froid. Je Mais vois pas ce que tu curieusement, veux dire par le fait que le documentaire chilien serait une catharsis. Catharsis pour bah, qui? parce que bah, pour tout le monde, pour les réalisateurs, les réalisatrices, pour les personnes qui apparaissent dedans, c'est le cinéma du réel, quoi. Quand tu filmes le réel, il y a quelque chose de... Enfin, comme c'est pas artificiel, tu vois, Mhm. c'est l'expression d'une émotion et d'un traumatisme, mais en même temps, c'est de la documentation, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, mais C'est... c'est le mot cathartique, mais c'est pas très important, mec. Ah écoute, qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais pas. Je veux pas te Je dire ce que trouve, tu. bah, je trouve pas d'autres mots en fait, donc Non, on mais y a va pas de dire souci. ça. Et hmm, bah, c'est tout en fait. Non, bah oui, bah, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est ce que du coup la documentariste chilienne Carmen Castillo, qui était présente au festival, disait dans ses films. C'est une manière de lutter contre une amnésie collective, une amnésie générale. Et quand tout le but d'une dictature et des gens qui ont participé à cette dictature, ça a été l'amnésie, ça a été de détruire les histoires, détruire l'histoire, détruire les traces, détruire ce qu'il y avait avant. Mais comme souvent avec les dictatures, du coup le documentaire a une forme de fait militante parce que la vérité des films s'oppose toujours à la vérité officielle du gouvernement et du dictateur. Mm. Et il y a autre chose qui se joue, c'est que la majorité, pendant longtemps, des réalisateurs chiliens travaillaient depuis l'exil. Réalisateurs et réalisatrices. Donc du coup, ils étaient limités aussi dans ces moyens-là. Et c'était une manière pour eux de continuer à parler du Chili, de faire ce travail militant depuis l'exil, que de s'inclure aussi dans leurs films. Après, il y en a qui ont fait le choix de laisser de côté l'histoire de leur pays et de partir dans de la fiction et de la tourner dans le pays où ils étaient. Mais, euh, mais c'était aussi le choix de beaucoup de continuer depuis l'Europe, souvent l'exil était en Europe, à parler, à filmer, à faire exister ce pays malgré toutes les difficultés techniques qu'il y avait. D'ailleurs, en France, on a la chance, puis dire, d'avoir deux grands réalisateurs chiliens en exil, Carmen Castillo, dont on parlait juste avant, et Patricio Guzman. Tout à fait. Mm. Et beaucoup de Chiliens exilés ont vécu ou vivent toujours en France depuis 73. Un pays qui a Mm. accueilli un très grand nombre d'exilés de la dictature. Et il y a aussi, même s'il est là pour d'autres raisons, un autre parcours de vie, mais Alejandro Jodorowsky, qui est aussi un réalisateur chilien, qui vit à Paris. Tout à fait. Mais il n'était pas là au festival, malheureusement. C'est pas là, tout comme Patricio Guzman. Oui. Mais Voilà. apparemment, il avait des soucis de santé, Patricio Guzman. Effectivement. Il me Mais Carmen semble. Castillo était là. Et Carmen Castillo était présente, c'était une très belle ça... rencontre. ouais, ça a été une vraie grande découverte, ça, pour le coup. Mm. Une... Du... Oui. Non, vas-y, oui, t'as commencé la phrase. Une... Non, je vais juste dire que c'était une belle rencontre cinématographique. Ouais. Et donc, du coup, était présent sur le festival donc, à Rennes, Carmen Castillo, réalisatrice de documentaires qui est venue donc, depuis Paris où elle vit. Dominga Sotomayor Castillo, réalisatrice beaucoup plus jeune, elle doit avoir la quarantaine, qui elle vit au Chili, et dont c'était la première rétrospective complète de son œuvre en France, en tout cas, et donc qui était présente pour accompagner ses films, ainsi que Ignacio Agüero, qui vit aussi au Chili, à Santiago, et donc qui a aussi fait le déplacement depuis le Chili pour présenter, pardon, j'ai un hoquet, pour présenter 5 de ses films,
Euh, Non, 8, attends. Non, 8 de ces films en 5 séances. Ouais. Mais 8 de ces films. Donc voilà. Que t'as tous, tu Sur les as tous vus 18. toi d'ailleurs, je crois. Effectivement, je les ai tous vus. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc c'est un festival qui permet aussi des rencontres avec les films, mais aussi parfois avec des réalisateurs et des réalisatrices qui pourtant viennent de loin. Et c'est une chance. Ainsi que d'autres gens, d'ailleurs, pas que les réalisateurs. Il y avait un producteur qui a travaillé avec Patricio Guzman qui était présent. Il y avait des journalistes, critiques, donc il s'est passé plein de choses dans ce festival. Ouais, Voilà, et c'est donc entre super. autres, on a vu des films de Patricio Guzman, donc documentariste chilien, qui a émigré en France dès 1973. Donc voilà, est-ce que tu as d'autres choses à dire ou est-ce qu'on commence une petite lecture Bah non, on a bien fait le tour là, il me semble, c'est pas mal, mais on peut commencer. Et ben voilà, En s'il y a plus, des ça, je gens... crois qu'on est que tous les deux là. Ah, bon, ah oui, effectivement. Bon, Et s'il y avait des gens, ils sont passés, ils sont repartis, mais bon. bon bah, on va faire au moins un petit bout de lecture, ça sera dans le replay, Ouais, pour se servir. Moi, je vais juste commencer par comment il est présenté dans le programme du oui, festival. C'est là. ah oui, ça peut être intéressant. Du coup, Patricio Guzman, voilà, qui est le premier, parce qu'il y a plusieurs pages pour les différents réalisateurs, il est le premier à apparaître, puisqu'il est, comme on a dit, peut-être le premier nom qui vient à l'esprit. Donc je vais lire le petit résumé qui va nous permettre un petit peu de situer ce réalisateur. Né en 1941 à Santiago, où il fait des études universitaires, Patricio Guzman poursuit, de 1966 à 1969, sa formation à l'école officielle d'art cinématographique de Madrid. En 1971, mu par les bouleversements en cours, il décide de retourner dans son pays natal. Fasciné par le projet révolutionnaire socialiste et pacifiste de Salvador Allende, il est l'auteur de La Bataille du Chili, film réalisé entre 1973 et 1979, vaste et passionnante trilogie fondatrice de sa démarche cinématographique et du cinéma documentaire au Chili. Emprisonné et contraint à l'exil après le coup d'État militaire, il s'installe à Paris. Il continue de réaliser de nombreux films sur les bouleversements et les traumatismes subis par son pays. Entre 2010 et 2019, il réalise la trilogie de la Terre-Mer, portant sur l'histoire et la vie de son pays, entrelacée à la nature. Considéré comme le cinéaste de la mémoire, il filme l'explosion sociale de 2019. Dans Mon pays imaginaire, donc le titre du film, se fait le témoin direct de la protestation et donne la parole aux femmes en lutte. Ces films, présentés dans de nombreux festivals à travers le monde, lui ont valu de nombreuses récompenses, à Berlin et à Cannes notamment. Et ça se termine par une petite citation. Le cinéma documentaire est une façon d'accompagner une idée ou un peuple, c'est un prolongement de la voix des gens. Donc déjà rien qu'avec cette citation, on comprend que l'œuvre de Patricio Guzman s'inscrit dans un militantisme. Depuis toujours, donc comme il est écrit, il réalise ses premiers films pour documenter, pour rendre compte des mouvements qui, euh, qui ont lieu au Chili à partir de l'élection de Salvador Allende en 1970. Donc pour résumer très rapidement, Salvador Allende est un président de gauche révolutionnaire élu démocratiquement en 1970 au Chili, qui va mettre en place un très grand nombre de réformes qui vont bouleverser le pays. Et le problème, c'est qu'il va être assassiné par un coup d'État, renversé par un coup d'État, le 11 Le... septembre 1973 par Augusto Pinochet. Donc, euh, donc voilà, avec l'armée, avec le soutien des États-Unis. Donc il va y avoir l'armée dans les rues, c'est un coup d'État militaire. Et ensuite, donc un général va prendre la place du président et mettre en place une dictature. Donc, ouais, c'est passé au Chili. Et donc, Patricio Guzman commence sa carrière dès 1970-1971 pour filmer la présidence Salvador Allende. Et donc, dès le début, son cinéma va être marqué, va être lié à l'histoire chilienne
Et c'est encore le cas aujourd'hui, même s'il n'est jamais revenu vivre complètement au Chili depuis son exil en 1973. Il est resté en France. Voilà, ça me permet un peu de situer le personnage, de comprendre un petit peu donc voilà quelles sont les motivations, qui c'est Patricio Guzman. Et donc maintenant j'ai deux petites interviews, donc je sais pas par laquelle je commence, je sais pas si je vais lire les deux, de Patricio Guzman pour un petit peu, et qu'on va commenter puisqu'on a vu ses films récemment, pour un petit peu Ouais. On pourrait commenter comprendre. aussi. Bah oui, j'ai dit on. Ok. Elle est pas bonne mon eau. Et qu'elle a pas l'air bonne. Non. Mais si t'as des choses à dire d'ailleurs. Je peux t'interrompre? Bah oui, tu peux. Ok. Mais d'ailleurs, j'ai deux interviews, je sais pas par laquelle je commence. Ah, il n'y a pas une logique Bah, j'en ai une plus récente, donc peut-être commencer par celle-là. Ah bon, j'aurais dit le... Bah, je sais pas. J'aurais dit l'inverse, mais... Bon, on peut commencer. L'autre, elle date de la sortie du Bouton de Nacre, donc 2015. Ouais. Voilà. Bon, bah écoute, commence par celle qui te fait sentir le mieux. J'ai pris celle du Bouton de Nacre. Voilà, elle date Ok, du 16 janvier 2015. C'est donc une très bien. conversation entre le réalisateur documentaire Frédéric Wiseman et Patricio Guzman. Donc c'est Frédéric Wiseman qui interroge son compatriote documentariste, son ami documentariste, sur son film. Donc je passe les premières questions. Euh, et donc voilà. Je commence. Donc voilà, la phrase de Frédéric Wiseman. J'aime beaucoup la représentation de la carte du Chili que tu as imaginée et la façon dont on la déroule dans le film. En fait, il faut savoir que dans le film, il y a une carte, il y a une artiste qui a fabriqué une carte du Chili en réel, parce que le Chili est un pays très très long, très grand, et parce que Guzman explique qu'il ne le voit jamais en entier. Les cartes sont toujours divisées parce que le pays est trop immense. Donc on voit une Divisé en image trois d'ailleurs. en trois. On voit une image de la carte, Trois je sais pas si on parties. voit bien, voilà, faite en espèce de mélange de carton. Et donc, il permet de se rendre compte On voit bien. que le Chili est rempli, est entrecoupé de plein d'eau. Là, on voit plein, il y a la terre et puis il y a plein de lacs, de cours d'eau. C'est un pays qui est presque craquelé. Et donc, voilà la réponse de Patricio Guzman. Cela fait très longtemps que mon ami peintre, Emma Malig, invente des cartes de continents irréels, qu'elle nomme terre d'errance, terre de naufrage, terre d'exil. Dans mon documentaire Salvador Allende, j'ai filmé pour la première fois l'un de ces territoires imaginaires. Là, je lui ai demandé de réaliser une carte complète du Chili, à grande échelle, mesurant 15 mètres de long. On dirait un animal préhistorique de couleur ocre. C'est une œuvre unique et admirable. Retour à Frédéric Wiseman. Selon moi, les bons films ont toujours deux voix. Une voix littérale et une voix abstraite et métaphorique. Je crois que dans cette œuvre, le vrai film se situe dans le passage d'une voix à l'autre. Pourrais-tu me donner un exemple de la façon dont ces voix se répondent dans ton film? Et Patricio Guzman nous répond: lors du montage, quand je termine une séquence de 2 ou 3 minutes, j'écris aussitôt sur une feuille blanche un texte spontané, pour la voix off. Juste quelques phrases que j'enregistre ensuite sur les images. Ainsi, cette voix complètement improvisée est toujours indirecte, et parfois seulement informative. Je l'écris une fois pour toutes et n'y réfléchis pas davantage. Je passe directement à la séquence suivante. Il existe au fond de moi une sorte d'intuition par rapport à l'histoire que je veux raconter. Décrire ce que j'ai gardé en moi pendant si longtemps me semble facile. Bien sûr, à la fin, il faut corriger et peaufiner. Ça, je trouve que c'est vachement intéressant sur sa manière de travailler le documentaire, parce qu'on a l'impression que le documentaire, souvent, c'est séparé. On va rechercher plein d'archives, filmer plein de choses. Après, on a
plein d'heures et d'heures de rush sur notre banc de montage, et on est là, mince, je vais en construire un truc. Et en fait, on se rend compte que dans l'œuvre de Guzman, il y a vraiment un mouvement uniforme. C'est-à-dire qu'il a un objet qu'il va filmer, il le filme, et il cale directement sa voix off dessus. Et donc ça fait, je pense, ça explique pourquoi son cinéma donne l'impression d'être en mouvement, d'être dans l'impulsion directe, tout en ayant quand même une construction complexe. En fait, c'est très écrit, pas seulement parce qu'il y a de la voix off qui est très belle, très, très bien écrite, justement. Il écrit son sujet, à mon avis, avant de le filmer, mais malgré tout, il sait toujours assez exactement ce qu'il filme, quoi. Mm, Et comment il veut le filmer. exactement. Je sais pas si je comprends bien, mais... Si, si, non, mais très bien. Pourquoi es-tu obsédé par le coup d'état de Pinochet? Tu reviens toujours dessus. Pourquoi crois-tu que c'est si important? Question très volontairement naïve, il me semble. Oui, bien sûr, oui. Je ne peux pas m'éloigner de cette période. C'est comme si j'avais assisté, dans mon enfance, à l'incendie de ma maison, et que tous mes livres de contes, mes jouets, mes objets et mes bandes dessinées avaient pris feu sous mes yeux. Je me sens comme un enfant incapable d'oublier cet incendie, qui, pour moi, vient de se produire. Chacun a sa propre notion du temps qui passe. Au Chili, quand je demande à mes amis s'ils se souviennent du coup d'État, beaucoup me disent que c'est déjà loin, que ça remonte à très longtemps. En revanche, pour moi, le temps n'est pas passé. C'est comme si cela s'était produit l'année dernière, le mois dernier ou la semaine dernière. C'est comme si j'étais enfermé dans de l'ambre, comme ces insectes de l'Antiquité, figés pour toujours dans une goutte. Certains de mes amis me disent que je vis dans une sorte de piège. Je les observe, et je me dis que la plupart d'entre eux paraissent plus vieux que moi, et sont plus gros, et plus courbés que moi. Je constate alors que je me sens pleinement vivant, dans ma goutte d'ambre. Donc voilà, on revient à ce qu'on disait de pourquoi il y a autant de documentaires au Chili, et Il de peut cette pas volonté oublier. d'aller contre l'amnésie collective. Parce qu'il peut pas Mm, oublier. C'est juste, il est figé à un moment de l'histoire. Et il peut pas aller au-delà. Et le truc, c'est que pour lui, c'est pas forcément négatif. mm. Visiblement, ça le fait se sentir vivant. C'est ça. Et j'ai l'impression il y a presque un devoir, on va dire. Ouais. Parce qu'il dit tous mes contes, tous mes objets ont pris feu. J'ai l'impression que toute l'œuvre, c'est de réécrire, de reconstruire, de retrouver Mm. tout ce qui a pris feu. De C'est pour ça réparer, en qu'il... fait. C'est pour ça que dans ces trois... Sa trilogie de la matière, comme tu l'appelles, donc composée de Nostalgie de la lumière, Le bouton de nacre et La cordillère des songes, on voit des... Il nous montre des objets immémoriaux, des très anciens, mais figés dans le temps, que ce soit la chaîne de montagnes de la cordillère qu'on voit dans La cordillère des songes, en vrai, en peinture, et tout ça, que ce soit dans Le bouton de nacre, on voit du quartz qui emprisonne de l'eau. Mm. Et cette eau, elle est très 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 vieille. Et Nostalgie de la lumière, ce serait les ossements, les vestiges du désert d'Atacama, avec les traces qui restent des sociétés précolombiennes, comme les dessins gravés dans la pierre. Mm. C'est des choses anciennes, mais qui sont restées là en fait. Et qui sont certes abîmées par le temps et par les événements, mais elles sont là et il essaye de leur redonner vie, ou de leur donner vie. Comme lui en fait. Et de les réarticuler pour réécrire une histoire chilienne qui a été interrompue. C'est Tout ça à fait. aussi, c'est de dire que ce pays qui a cette histoire géologique, cette histoire géographique, histoire aussi des peuples précolombiens, c'est le même Mm. qui vit aujourd'hui, et de refaire le lien, parce qu'il y a un espèce de trou au milieu qui est la dictature, qui a cassé toutes les frontières du temps.
Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il dit que lui a l'impression de ne pas vieillir, que les choses ne passent pas. Mm. Parce qu'en fait, il y a un trou dans le temps, et son travail, c'est de refaire le pont, de réécrire l'histoire chilienne. Mais pas de la réécrire, Ok. pas faire de la, Du du complot. révisionnisme, Non, de la bien sûr. réécrire dans le sens la remettre dans le sens de l'histoire. C'est ça. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, il y a une analogie que je trouve très significative et très belle dans le bouton de nacre, justement. Et c'est le titre du film. En fait, il y a deux boutons de nacre, mais qui au final n'en forment qu'un. Il y a le premier bouton de nacre, c'est celui avec lequel on a payé un jeune indigène pour qu'il quitte sa terre natale et parte en Angleterre. Et il a été floué, hein. On lui a donné un bouton de nacre et on l'a arraché à sa terre et à ses racines. Et quand il est revenu des années et des années plus tard, transformé en occidental, il n'était plus le même et il y a une partie de son histoire à lui qui a disparu et qui a formé un trou. Et le deuxième bouton de nacre, c'est un bouton qu'on retrouve sur un cadavre d'un disparu de la dictature au fond de la mer. Donc on le retrouve. Mm. Et il y a un petit bouton et c'est la seule chose qui reste de lui. On sait pas son nom, on sait même pas son genre, je crois. C'est un corps rongé par la mer et il reste un bouton. Et ce bouton, c'est aussi le trou dans la vie de cette fois de tous les Chiliens. Et le trou, c'est la dictature. Et j'ai trouvé l'analogie vraiment très intéressante et c'est étrange c'est étrange ce documentaire parce que s'il n'avait pas trouvé ce bouton sur ce cadavre, si on n'avait pas trouvé ce cadavre, il n'y aurait jamais eu de deuxième bouton, quoi. Mm. Et on l'aurait jamais vu, ce bouton. Et moi, je trouve ça assez fou. Et quand même, enfin, très beau. Et c'est une étrange coïncidence, on va dire. Mais vraiment étrange, hein, il n'y a pas de sous-entendu, c'est Non, pas... enfin, voilà, quoi. mm, tout à fait. Mais voilà, c'est remplir les vides, en fait. Et il y a quelque chose quand même d'un peu pessimiste, parce que le premier bouton de nacre, donc celui qu'on a donné au jeune indigène, il signifie que ce jeune homme, il a jamais pu récupérer ses racines. Il a été transformé en occidental et il a jamais pu revenir à ce qu'il était, même s'il l'a voulu. Apparemment, il l'a vraiment voulu. Donc, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que cette analogie, elle nous dit sur le trou que représente la dictature? Est-ce qu'il pourra être rempli, réparé, ou est-ce que c'est une blessure profonde qui sera jamais complètement soignée? On ne sait pas. Alors apparemment, on a quelqu'un sur le chat. Ah, bonjour, Du coup, bonsoir. bonsoir. Et pour Oui, préciser, on est en train de lire une interview. Euh, c'est pour ça que je vais l'écrire. Je vais le mettre en plus petit, hein. on lit une interview. Tac, on lit une interview de Patricio Guzman. Ça se voit Comment pas je, là sur l'écran. Oui, je sais. Comment je Oui. change la taille? Bon Là. bref, je précise pendant que tu le fais. En fait, Donna a sélectionné deux interviews de Patricio Guzman, qui est un documentariste chilien. Et on est en train de les lire et de les commenter un peu parce que en fait, on a regardé ces films sur grand écran très récemment pour un festival de cinéma qui s'est tenu à Rennes, le festival Travelling. Il y a ces films qui étaient diffusés et donc on est allé les voir et on pensait bien, on pensait que c'était bien de revenir un peu sur ce cinéaste très important, donc à travers deux entretiens. Voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant. Et c'est très intéressant. C'est pas du tout la bonne couleur que je mets pour que ce soit bien lisible. En même temps, il n'y a pas vraiment de couleur pour que ce soit lisible, là, non? À moins que tu mettes du blanc, non? Ça, c'est pas mal, c'est pétant. Ouais, voilà. Voilà, Ouais, c'est lisible. Très bien. c'est bien. Donc voilà, pour Bon. préciser, du coup, C'est comme dommage ça, parce si que les je viens gens de arrivent. dire... je viens de dire un truc super beau et tout, Oui, mais vous arrivez que maintenant, quoi. mais il y a le replay. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc interview de Patricio Guzman.
Donc mené par Frédéric Wiseman, autre réalisateur de documentaire. Et n'hésitez pas à écrire dans le chat pour parler de ce que vous voulez, même si vous ne connaissez pas même ça. Ah, mais si vous ne connaissez pas Patricio, ça fait papa. Si vous ne connaissez pas, et bah n'hésitez pas, on est toujours très heureux de vous lire, d'avoir des retours. Donc voilà, le chat est fait pour ça, il faut que je le réouvre, sinon on verra jamais. Ah, bah oui, il y a quelqu'un, il y a nous. On nous entend pas? J'espère qu'on nous entend quand même. Ah ouais, ça veut dire que tout ce qu'on a dit là, personne n'a entendu. Bah non, Ça normalement on explique nous pourquoi. entend. Ça explique peut-être pourquoi les gens sont pas restés du coup. C'est très bas. Oh, c'est très bas, Bah, mais c'est bizarre. Mais non, moi je suis. faut... il faut monter le son à la maison. Bah oui, parce que moi de mon côté, il me dit que normalement les niveaux sont bons, hein. Alors, je vais aller vérifier. Va vérifier. Je vais aller vérifier sur le live de l'extérieur. Attends. Ah, il est à fond, c'est trop bizarre. Et moi je peux pas augmenter plus chez moi, hein. C'est plus ma voix ou la voix de Clémence qu'il faut augmenter? On a toujours des problèmes de son, je sais pas pourquoi. C'est C'est peut-être un fou, hein. problème d'ordinateur, non? Bah non, c'est pas Ou normal. de- Je n'arrive jamais à comprendre pourquoi. C'est ma voix, mais je peux pas l'augmenter plus, ma voix, hein. Je peux me coller au micro à la limite, mais je suis presque à la saturation. Mais à part ça, Vas-y, recule, que j'entende bien. ouais, là je parle comme tout à l'heure, avec ma voix. Non, mais pour moi, ça marche. Pour toi, le son est bon? C'est vrai que je suis un peu plus forte, mais toi, on t'entend relativement bien et je suis pas encore à fond, donc... Bon, bah je sais pas. Moi je peux pas m'augmenter, je peux pas. Je peux, à part coller le micro, blablabla, je peux pas faire beaucoup mieux. Mm. Donc, mais je comprends pas pourquoi, hein. Bah oui, coller au micro c'est mieux, j'imagine, mais c'est pas pratique. Parce que je suis vraiment collé-collé, quoi. Ah, Donc du je coup, je peux pas t'entends trop regarder autre fort chose. quand tu Oui, te... bah en plus, je peux pas regarder autre chose et je sais pas comment faudrait que je fasse, mais vraiment j'ai tout essayé. À part changer de micro, je vois vraiment pas. Je vois vraiment pas. Et je comprends pas pourquoi en fait. Ça surtout. Je comprends pas parce que sur tout le reste des trucs, toi tu m'entends bien Clémence quand on parle, quand je fais des Oui, appels avec les d'autres autres, gens, enfin. s'il y a d'autres gens dans le chat, est-ce que vous entendez bien nos Non, il n'y a pas voix d'autres gens sur avant le qu'on chat. continue? Bah, on est quatre là, Ah, apparemment. incroyable. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ah, moi on est deux, hein, chez moi. Ah bon, bah, pas mis à jour alors. Mais non, mais en vrai, je comprends pas pourquoi. C'est-à-dire que sur tous les autres trucs, tous les autres applications, mon micro donne un son convenable. Donc je comprends pas pourquoi sur cette appli, alors à part changer d'application, tout ce que je vais finir par faire, mais Peut-être. enfin de logiciel. Mais bon, donc, du coup je continue, en espérant qu'on m'entende pas trop mal. Ok. Tu crois que le public et les Chiliens veulent oublier ces questions? Ce qui te motive, c'est de faire en sorte qu'on n'oublie jamais. Ouais, exactement ce qu'on était en train de dire. Donc Ouais. on va voir la réponse. Les plus jeunes ressentent un fort désir de savoir tout ce qui est arrivé. Leurs grands-parents, leurs parents, leurs professeurs, pour la plupart, ne leur ont pas vraiment raconté les choses telles qu'elles se sont passées. C'est pourquoi ils ressentent cette soif d'un passé qu'ils ne connaissent pas avec exactitude. Ils sont d'autant plus disposés à comprendre ces événements qu'ils font partie d'une génération qui n'a pas peur. Il y a un mouvement étudiant très fort au Chili. J'ai interviewé certains de ses leaders, dont Gabriel Boric et Giorgio Jackson. Alors, pour l'anecdote rigolote, Gabriel Boric est devenu aujourd'hui président du Chili. Président du Chili en 2019. Je crois que... Non, 2000... Non, non, Ah, j'ai un doute d'un coup. non, pas 2019. Parce que... Non, mais suite aux événements de Ouais, 2019, hein, tu m'as comprise. mais les événements c'est 2019 en effet. Bah attends, je vais te dire ça tout de suite. Il a été élu le 11 mars Ouais. 2022, effectivement. Voilà. Et il est, pour la petite anecdote, du parti Convergence sociale, qui je suppose est la gauche... la gauche... pas l'extrême gauche, non? Pas je sais pas. Non, enfin, la gauche socialiste.
Oui, c'est ça, c'est C'est ce socialisme, en vrai. socialisme. Voilà. Socialisme, donc. Donc voilà, donc il a interviewé Gabriel Boric et Giorgio Jackson. Pour eux, le projet de Salvador Allende était un modèle. Pour moi, le Chili moderne, en quelque sorte, est faux. Ce Chili moderne est beaucoup plus arriéré que le Chili que j'ai connu quand j'étais étudiant. Le Chili moderne est un pays où les homosexuels n'ont aucun droit, où l'avortement est interdit et où l'on vit sous la constitution de Pinochet. Donc voilà, donc Eh ben, il fait un travail d'historien, quelque part, mais lui, il assume aussi faire un travail qu'on disait militant, parce qu'il dit qu'il politique. il raconte à une jeunesse qui en demande un savoir historique, une vérité, il transmet une vérité dans un but, quelque part, vu qu'il nous parle de mouvement étudiant, de la mémoire de Salvador Allende, de faire revenir cet héritage sur le devant de la scène, de mettre fin à ce Chili pinochetiste. Donc il y a une volonté historiciste, quelque part, dont on parlait, et il y a une vraie volonté politique. Oui, parce que c'est vrai qu'au moment où il tourne ses films, la plupart, en fait, la dictature, je sais plus dans quel film on avait vu ça, mais en fait, la dictature, elle a jamais vraiment fini. Mm, Au sens où, d'une part, c'est toujours la constitution de Pinochet qui était en vigueur jusqu'à récemment, ou toujours aujourd'hui, je crois, toujours, enfin, finalement. toujours. Et d'autre part, la fin de la dictature et le retour à un régime républicain n'a jamais vraiment embêté, on va dire, les néolibéraux, les milliardaires, les militaires même. Il y en a Mm. qui sont pas allés enfin, qui n'ont pas été jugés, qui n'ont pas subi La les majorité, hein. représailles. Ouais, la plupart n'ont pas subi de représailles juridiques immédiatement après. Enfin, il y en a qui ont vécu tranquillou et qui sont même restés militaires à haut gradé et Mm. tout très longtemps après. Donc on avait vraiment des... À la fin de la dictature, enfin, a priori la fin, on a encore des gens qui avaient torturé, qui avaient conduit des assauts contre des civils, contre des militants, contre des manifestants, des meurtriers en fait, tranquilles comme ça quoi. Oui, il n'y a pas Et eu de... donc, et donc je comprends vraiment. Bah, je comprends quand il dit que le Chili d'aujourd'hui est arriéré, quoi. Mm. Bah oui, Et le fait clairement. que les jeunes soient porteurs de la mémoire et veulent savoir, bah ça aussi, c'est un truc qu'on a pu constater. Tout à fait. Et donc ensuite, je lui demande comment expliques-tu cela. Donc le fait que ce Chili moderne soit aussi arriéré. Et il répond: pendant 40 ans, la droite a maintenu une constitution qui comportait de nombreux pièges. Jusqu'à très récemment, les votes de l'opposition démocratique ne pouvaient mathématiquement jamais dépasser les votes de la droite. Cet article a enfin été éliminé de la Constitution. Le Chili se débarrasse petit à petit des legs de la dictature de Pinochet, et j'espère qu'il va pouvoir devenir plus intéressant, pluraliste et démocratique. Salvador Allende était précisément cela, un homme ouvert, démocratique et libertaire. Donc voilà, ça revient exactement sur ce qu'on disait euh, de la situation politique du Chili qui n'a jamais mis en place un, un retour sur la dictature pour un équivalent de la dénazification, quoi. Ouais, Un- ça n'a jamais été fait, ça quoi. n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu Euh, vraiment de transition, en fait. mm, Malgré le fait qu'on appelle transition démocratique les années d'après la dictature. tout à fait. Et donc il demande pourquoi aurait-il fallu autant de temps pour changer la constitution de Pinochet. Donc pour information, je rajoute aujourd'hui, le Chili a voté démocratiquement par référendum la fin de, euh, de la constitution datant de la dictature de Pinochet. Donc, officiellement, le Chili a refusé cette constitution, mais la nouvelle constitution qui a été écrite par un, comment on dit, un parlement, une constituante, Ben voilà, pas oui, une une assemblée constituante, constituante, voilà, une oui. assemblée constituante. Mm. Euh, cette nouvelle constitution a été refusée par un nouveau référendum
par les Chiliens et les Chiliennes. Donc par Mm. défaut, la constitution en place est toujours l'ancienne, même si elle a été refusée par le peuple. Mais il n'y en a pas de nouvelles, donc il y a une espèce d'entre-deux un peu bizarre au Chili. Mais à l'époque de l'interview, c'est toujours l'ancienne qui est en place. Enfin, en tout cas, le référendum, le premier, n'a pas encore eu lieu. Donc ça avance tout doucement, mais Hmm. bon. C'est un peu dans une impasse aujourd'hui. Et donc Ouais, voilà, c'est il ça. répond à l'époque, Pinochet a abandonné le pouvoir sous l'impulsion d'un mouvement populaire. L'agitation qui régnait dans les quartiers populaires, les universités, les lycées et dans le centre de Santiago était tellement grande que la CIA a donné l'ordre à Pinochet d'organiser un référendum pour neutraliser cette éventuelle rébellion. Pinochet l'a organisé et l'a perdu. Dès le lendemain, les politiciens professionnels sont arrivés au pouvoir et ont scellé un pacte de silence avec les militaires. Je te réponds de façon très schématique car il s'agit d'un sujet très vaste. Voilà. Bon, après, il continue à parler de la situation politique. Je vais passer quelques questions. Euh, Et donc, pour revenir un petit peu sur le film en question, donc Le Bouton de Nacre, Frederick Wiseman lui demande, dans ton nouveau film, la mer a la même fonction que le désert dans le précédent? Pour interrogation. Et il répond, je crois que oui. Ce qui est solide dans le film précédent est devenu liquide dans le nouveau. Il lui dit, on retrouve des corps dans ces deux endroits. Est-ce que ce sont deux cimetières? Est-ce que cela a une fonction littérale ou métaphysique dans les deux œuvres? Selon moi, donc selon Frederick Wiseman, c'est une métaphore. Puisque Guzman lui répond, Un symbole. voilà, un symbole. Il répond, c'est les deux à la fois. J'aime bien avoir recours à la métaphore pour éloigner le documentaire des moyens conventionnels, et parce qu'elle est un instrument narratif d'une grande richesse qui suscite la réflexion chez les spectateurs. Mais il y a aussi une fonction littérale, car les cimetières naturels ont existé. La première option, pour faire disparaître les corps, a été le désert, puis les cratères des volcans, et enfin l'océan, en attachant un morceau de rail au corps pour qu'il coule sans laisser de traces. Donc voilà, je sais pas s'il y a besoin de revenir. Ça me Je paraît trouve ça très limpide. oui. C'est intéressant qu'ils disent que ils cherchent à éloigner le documentaire des moyens conventionnels. Oui, c'est vrai. J'ai remarqué qu'il dit ça aussi, mais ça se voit, donc Ça se voit dans ces films, c'est pour ça qu'on vous les conseille. oui. Et oui, et puis ouais, non, le désert et la mer, à la fois ces éléments naturels immenses et incontrôlables dans lesquels on retrouve des disparus et des cadavres et qui sont chargés d'une histoire millénaire. Donc oui, je vois le lien entre les deux en tout cas. Hmm. Je vais sauter d'autres questions, il m'en reste deux. Je vais lire les deux d'affilée, comme ça après on aura fini cette discussion. Oui. Ton film comporte des éléments qui sont entre la fiction et le documentaire, dans la mesure où tu as demandé aux gens de faire certaines choses. Il y a une mise en scène, comme dans un film de fiction. Pourquoi avoir fait cela? Bon, alors c'est pas quelque chose de très surprenant dans le documentaire, mais c'est vrai que venant de Frederick Wiseman, qui lui fait des documentaires avec énormément de distance, en tout cas avec aucune intervention sur le réel, effectivement, on voit la différence de cinéma. Donc il répond, j'ai tenu à cette reconstitution des rails attachés au corps parce que j'avais lu ce procédé dans le livre d'un journaliste, Javier Reboledo, qui avait mené une enquête très détaillée à ce sujet. J'ai parlé à l'auteur, qui m'a expliqué ces faits cachés. Ça m'a fait froid dans le dos de voir le mannequin reconstitué, prêt à être jeté à la mer, parce qu'on aurait dit un vrai cadavre. C'est effroyable aussi d'imaginer que derrière tout ça, il y avait une organisation incroyable pour faire disparaître 1400 personnes. Mm. Si à bord de chaque vol il y avait 9 corps, cela veut dire qu'il y a eu de nombreuses missions. On jetait aussi des corps depuis des bateaux. Des militaires arrivaient la nuit dans un port et obligeaient le propriétaire d'un bateau de pêche à charger des paquets contenant des corps pour aller les jeter à la mer. C'est arrivé aussi dans des lacs et dans des rivières. Dernière question. Que se passe-t-il quand tu montres tes films au Chili? Il y a des gens qui s'y intéressent. J'ai un public qui connaît mes films, environ 5000 personnes, mais aucune chaîne ne les diffuse. C'est arrivé une seule fois. On a passé Nostalgie de la lumière à 1h du matin avec les bobines dans le mauvais ordre. Ils se sont excusés et ont dû repasser le film, mais ils l'ont repassé à la même heure. Donc voilà, donc ça montre que ça permet aussi de comprendre peut-être pourquoi ces réalisateurs continuent à faire leurs œuvres depuis l'exil,
depuis la France en l'occurrence. Ouais, parce qu'on les accepte assez peu là-bas, hein. Exactement, parce qu'en fait, ils Et n'arrivent pas à diffuser leurs films au c'est Chili. sans doute pas forcément lié au public, mais plus au fait que les diffuseurs sont... Les chaînes de télé, tout ça sont privées, non? Oui, bah ça C'est joue. privé, donc détenu par des gens très riches. Ces gens même qui ont bénéficié de... Enfin, qui ont eu d'énormes avantages quand Pinochet est arrivé au pouvoir. Mm. Et puis accessoirement, ce sont donc des films français. Et Oui, le cinéma français n'est quasiment pas diffusé au Chili, contrairement à en plus, oui, d'autres pays bien sûr. voisins comme l'Argentine ou l'Uruguay qui importent beaucoup de films. Le Chili ne diffuse quasiment pas de cinéma français. Et donc, euh, et donc ce sont des films qui n'existent pas dans le parcours traditionnel de salles. Donc ils passent dans des salles alternatives, indépendantes, d'arrêt d'essai, qui sont peu financées et très peu existantes dans l'environnement culturel chilien. Donc il n'y a pas Alors que d'accès en toi, au fait. contraire, quand t'étais en Argentine, t'as pu voir les films d'Agnès Varda et tout qui étaient Mm. rediffusés, par exemple. Donc Oui, c'est vrai que même c'est pas du tout la même les politique. sorties récentes, que ce soit, j'ai Oui, pu voir dans des vraies salles entre guillemets, des salles de grosse exploitation, de grosses sorties, des ouais. films aussi divers que tout un tas de comédies avec Fabrice Lucchini, des films avec Patrick Bruel, ou Christian Clavier qui sortaient en Mm. Argentine, des films comiques un peu ou enfin un peu d'entre-deux, type les films de Valeria Bruni Tedeschi qui sortent là-bas, des films qui se veulent des grosses productions politiques type Les Misérables, Portrait de la jeune fille en feu, qui sont des films qui sortaient aussi dans ces salles-là, voire des films totalement indépendants qui sortent à peine en France, comme Braquet Poitiers, comédie que je vous conseille d'ailleurs, comédie française totalement indépendante, que j'ai vue dans une grande salle en Argentine, ce qui est improbable, parce que je pense que même en France, il n'avait pas le droit à ces salles-là. Donc, il y avait effectivement, ce moment-là, au Chili, ce n'est pas le cas. Il y a peu de salles indépendantes et de salles d'arrêt d'essai. Donc, de toute façon, de manière générale, le documentaire au Chili, même quand il ne parle pas de ces sujets-là, est très difficile à voir. Donc, il y a Mm. on peut dire, une double censure quelque part. Il y a une censure du sujet, une censure politique, mais une censure culturelle, tout simplement. C'est-à-dire que le Mm. cinéma indépendant, documentaire, n'a pas vraiment N'a pas d'existence d'existence. publique et Ouais. populaire, on va dire. Donc voilà. Et c'est bien malheureux. Et c'est bien malheureux, et ça explique pourquoi il y a encore aussi autant de chemin à faire, parce que bah, l'histoire du Chili, l'art chilien, la culture chilienne, a du mal à se transmettre, y compris dans son propre pays. Oui. Donc voilà, et c'est pas en plus les cours d'histoire qui vont aider, qui ne racontent pas du tout l'histoire du Chili et l'histoire de Salvador Allende, du coup d'État, c'est pas la télévision. Tout ça s'ajoute en fait à une omerta générale, une amnésie générale qui est difficile à combattre pour les réalisateurs et les réalisatrices. Voilà, est-ce que on commence un peu l'autre interview? Pareil, je vais sauter. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire avant Parce qu'il y sur a ce des qu'on gens. vient de dire? Oh, mais oui, il y a des gens. S'il y a des gens, est-ce que vous pouvez faire un coucou, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ah, je l'ai retrouvée. Elle est un peu plus longue. Ah, alors j'ai un message, mais qui n'est pas dans le chat. C'est pas Ah, très pratique, du coup. On me effectivement, il dit... notait qu'il y a une nouvelle personne. Hein? Non, juste, j'ai vu qu'il y avait une personne en plus sur le live. Oui. Mais Enfin bref, lis le message. alors... On me dit, étonnant cette distribution en Argentine, je ne savais pas. Et oui, le cinéma français Oui, est très en vogue en il est Argentine. très apprécié. Alors après, il fait pas non plus des scores. Je chercherai d'ailleurs un article, un texte qui détaille un peu, parce que là je parle d'expérience personnelle, mais ça doit se trouver. Il fait pas non plus des scores mirifiques, mais il y a une vraie appétence, il y a un vrai intérêt, et il y a une distribution pour ces films. Ces films existent là-bas. Parfois d'ailleurs avec un délai assez faible, de quelques mois seulement, alors Ah qu'à ouais? l'inverse, pour voir un film argentin, il faut attendre un an et demi quoi, en salle.
Donc voilà. Les Misérables, par exemple, moi, je l'ai vu à l'époque en salle. Je l'ai vu peut-être 2-3 mois après sa sortie française, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh... Donc voilà, donc nouvelle interview de Patricio Guzman, cette fois beaucoup plus récente, elle date... C'est pas marqué? Pas bien de pas noter. T'as pas noté. C'est peut-être noté à la fin. Propos Honteux. recueillis... Non. Ah, c'est pas bien. Bon alors, il date de quand cette C'est revue? eux qu'on peut noter. C'est eux qui n'ont pas noté. Ça date de mars 2022, la revue. Donc, donc l'interview doit dater de quelques temps avant. Oui. Voilà, je passe à la première question. Il y a 50 ans, vous vous lancez dans la bataille du Chili. Donc on en a parlé tout à l'heure, film en 3 parties, réalisé sur 6 ans, qui revient sur les 3 années de Salvador Allende au pouvoir. Un travail d'archives et de montage impressionnant pour raconter cette histoire contemporaine. Comment un pays de gauche a sombré dans le fascisme. Vous commencez à tourner 9 mois avant le coup d'État, alors que vous avez déjà tourné 3 longs métrages documentaires sur les élections et le gouvernement d'Allende. Quel est votre état d'esprit à ce moment-là, et qu'est-ce qui vous pousse à commencer un nouveau documentaire? Parmi les films que j'avais déjà réalisés, il y avait La Première Année, que j'ai fait en 1972, sur les 12 premiers mois du gouvernement d'Allende. Avec une petite équipe, j'avais suivi toutes les actions qu'Allende entreprenait. Donc Allende, président du Chili, de 1970 à 1973, je le rappelle. C'était une expérience joyeuse, et on a pu montrer le film à beaucoup de personnes au Chili. Chris Marker, réalisateur documentaire français, qui était à ce moment-là de passage à Santiago, a vu le film et me l'a immédiatement acheté pour le montrer en France. Il a fait réaliser un très bon doublage, car à l'époque c'était dur de proposer un documentaire sous-titré, avec Françoise Arnoul, Yves Montand et Simone Signoret. Après sa sortie en France, Chris Marker l'a envoyé à 9 autres pays européens, puis au Canada. Ça a été fantastico, écrit comme ça dans le texte. Et ça a été un grand cadeau, pour l'équipe du film et pour moi, car jamais on n'aurait pu se douter que ce film, si modeste, voyagerait ainsi. Après ce succès, avec mon équipe, nous préparons la bataille du Chili. Je me retrouve à écrire à Chris Marker. Bonjour Chris, je sais que tu nous as déjà aidés, mais j'ai besoin à nouveau de ton aide. Il faut continuer à tourner au Chili, car la situation nécessite un nouveau film, plus profond que la première année. Et on a besoin de pellicules. Et Chris m'a répondu un télégramme de 2 lignes. Je ferai ce que je peux. Salutations, Chris. En le recevant, on s'est dit que c'était formidable. Et qu'en même temps, il ne disait rien. Un mois plus tard, on reçoit 42 000 pieds de film 16 mm. Tout pour tourner, tout pour prendre le son également, et même les bandes magnétiques perforées qui sont utiles pour faire le mixage. Ouvrir la boîte à l'aéroport de Santiago a été une des meilleures surprises de ma vie. On a formé une petite équipe de 5 personnes, dont Jorge Muller Silva, le caméraman, qui est mort 1 an plus tard, Federico Elton, le directeur de production, José Bartolomé, l'assistant réalisateur, et Bernardo Menz, l'ingénieur du son. On a ainsi immortalisé la dernière année au pouvoir d'Allende. Le film est passionnant et analytique, ce qui l'a aidé à avoir un succès international énorme. À la quinzaine des réalisateurs de Cannes, dans d'autres festivals de France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, au Japon. D'un côté, nous étions heureux d'être à ce point-là reconnus dans tant de festivals du monde. De l'autre, nous nous sentions très isolés, exilés de notre propre pays, apatrides. Nous étions nomades de festival en festival, sans port d'attache, ce qui a été très douloureux durant ces années-là. Parce que du coup, 73 coup d'État, et donc le film devient d'autant plus d'actualité qu'il raconte, il raconte la dernière année de pouvoir d'un président qui va être assassiné et destitué. Et donc je continue du coup, sauf si tu as des choses à relever. Spécialement, en vrai. Là. Hop,
Je rebois un peu de mon eau pas bonne. Oh, mais bois pas ça. Bah ouais, si je bois pas, je peux plus parler. Ah oui, c'est vrai. Bah, je pourrais parler, mais bon. Ah, t'as pas le texte? Bah non. T'aurais pu On- m'envoyer. Ouais, je peux trouver des photos. Hmm. On a pas les moyens d'acheter chaque bouquin, chaque magazine 2 fois. Ouais, on aurait pu se... Bon, c'est pas grave. Continue. À la fin du premier volet, ainsi qu'au début du deuxième, vous montrez les images d'un caméraman, Leonardo Henriksen, filmant son propre meurtre, abattu par l'armée pendant la tentative de coup d'État de juin 1973. Pardon, Bah dis donc. excuse-moi. Comment Ok. avez-vous appréhendé cette image très forte? Avant tout, c'est une image d'archive. C'est-à-dire que nous tournions à ce moment-là de notre côté, et nous avons appris qu'un caméraman argentin a été abattu. Mais on ne le connaissait pas. Il travaillait pour la télévision et le correspondant suédois au Chili. Quand Henriksen s'est effondré, les personnes qui étaient à côté de lui ont pris la caméra et l'ont mise dans le caniveau avant de fuir. L'un d'eux a prévenu Chile Films, l'organisme qui centralise les images au Chili, qu'à côté de l'endroit où le caméraman avait été abattu, sa caméra était cachée dans le caniveau. Chile Film a pu récupérer la caméra et le négatif, et ils ont développé ces images absolument incroyables. On le voit filmer des militaires devant le palais de la Moneda, avant d'être tué d'une balle dans le cœur. Après le coup de feu, en direction de la caméra, on sent comme un petit choc à l'image, mais il continue à tourner. Puis la caméra s'abaisse et tombe. C'est une image unique dans l'histoire du cinéma documentaire mondial. On a pu récupérer une copie de ce film auprès de Chile Film. Ce morceau de 40 secondes est sûrement l'archive la plus importante du film. Donc, je sais pas s'il y a grand chose à dire, mais ça fait quand même. Je connaissais pas cette histoire. Ça montre aussi qu'il y avait un tel enjeu pour les images, un tel enjeu pour documenter, que tout le monde avait aussi dès ce moment-là au Chili senti cette importance de la caméra, puisque les gens, les passants ont eu le réflexe de cacher cette caméra et de prévenir ensuite pour sauver Hmm. cette image d'archive. Et donc ça nous permet aussi de comprendre quelle est la mentalité de ces réalisateurs et réalisatrices documentaires qui ont connu ça, qui ont vécu avec cet enjeu qui est que il fallait filmer. Et Et donc photographier aussi. et Il y avait beaucoup de photographier. photographes Mm. très engagés et tout, qui allaient en plein cœur des manifs pour prendre des photos au péril de leur vie parfois. Mm. Donc, Parce que ouais. ouais, ils étaient à un moment particulièrement ciblés par les Ouais, militaires, c'est sûr. évidemment, quoi. Et donc, Comme aujourd'hui, en fait. tout à fait. Et donc on comprend pourquoi aussi bah, il y a cette nécessité de faire vivre ces images, ces archives qui ont été si difficiles à collecter et à faire exister. Et donc, qu'est-ce qui peut motiver encore aujourd'hui tous ces réalisateurs à faire des documentaires sur des événements qui ont 50 ans maintenant? Parce que c'est ça aussi toute la question qu'on se pose avec ces interviews. C'est est-ce que c'est normal? Et on comprend que oui, avec les réponses de Patricio Guzman, mais est-ce que c'est normal d'avoir encore des réalisateurs qui font toujours des films sur cet événement, comme disait Frédéric Wiseman, avec sa question un peu naïve, tu filmes le coup d'État, tu parles du coup d'État dans quasiment tous tes films, pourquoi? Est-ce qu'il faut encore le remontrer à chaque fois? Ah oui. Et probablement oui, de la même manière que le réalisateur de documentaire Ignacio Aguero expliquait pendant le festival que sur tous ses films actuellement, il mettait des images du bombardement du palais de la Moneda, le palais présidentiel, et qu'il allait continuer à en mettre dans tous les prochains films parce que c'est des images qui sont au centre de toute sa réflexion, de toute sa pensée documentaire. Donc ça va continuer encore. La plaie ouverte par cet événement est ouverte dans le cinéma et dans l'art chilien n'est toujours pas refermée. Bah, c'est-à-dire que même dans le dernier film de Patricio Guzman, Mon pays imaginaire, qui portait sur Mm. la révolte de 2019, où les jeunes Chiliens, jeunes et moins jeunes, se sont réellement soulevés dans les rues
et se sont battus contre la police et les militaires, même au sein de ce film-là qui porte sur une autre révolte, il y a des images, il me semble, des vieilles images Mm. des manifestants contre Pinochet, quoi. On en revient toujours à ça, en fait. Et les deux images sont assez... Enfin, les deux... Enfin, c'est assez flagrant à quel point les plans sont semblables, quoi. Il y a juste la qualité d'image et les vêtements des manifestants qui changent, mais les militaires, ils sont habillés pareil, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'avais remarqué quelque chose, comme on a vu beaucoup d'images de manifs et de combats et de trucs comme ça pendant ce festival, j'ai remarqué que dans les années 70-80, pendant que les gens manifestaient et tout ça, ils étaient habillés tout à fait normalement, même ceux qui allaient au plus proche, ils étaient en jean, en chemise, ils avaient aucune protection, ils avaient même pas de sac à dos, alors que les images de 2019, ils sont protégés, ils ont des cagoules, des masques, ils ont des protections au niveau des articulations, ils sont couverts des pieds à la tête, ils sont en tenue de combat en fait. Mm. Et, et je pense pas que ce soit particulièrement lié à l'évolution de l'armement des policiers, parce qu'ils étaient tout aussi violents, voire peut-être plus dans les années 70. Donc je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais le fait qu'on se mette en tenue de combat pour aller en manifestation, et même en France d'ailleurs, c'est réminiscent de ce qui a pu se passer avec la police et l'armée, quoi. Alors, je D'autant pense... plus au Chili. Oui, je pense que c'est quand même beaucoup lié au fait que les gens qui manifestaient et qui s'opposaient à la dictature dans la rue pendant longtemps au Chili, c'était des gens très défavorisés, c'était des habitants des poblaciones, donc des bidonvilles, qui de toute façon n'avaient rien en fait. Et c'était des intifadas. Hein. Et quand on voit les images, ils lancent des cailloux qu'ils trouvent devant chez eux. Et c'est aussi, je pense, une évolution Oui, de... mais on voit aussi des jeunes photographes, des jeunes étudiants, et eux non plus, ils se protègent pas. Hein. Ouais. Ah si, Oui, les peut-être. cortèges d'étudiants et tout ça, Oui, mais on voilà les quoi. voit, elles sont pas Ça filmées au même s'explique. Oui, mais ça moment. s'explique pas que par ça, quoi. Enfin, Oui, bah il y a sûrement d'autres raisons. Du coup, je continue. Donc, ils étaient en train de parler de comment ils ont réussi à faire la bataille du Chili. Et donc, l'intervieweur lui demande et le montage pour interrogation. Après le coup d'État, j'ai fait sortir le film du Chili avec l'aide de l'ambassade de Suède pour l'amener d'abord à Madrid puis à Paris. Là, Chris Marker voulait évidemment aider le film. Il m'a fait rencontrer beaucoup de personnes, dont Frédéric Rossif, le réalisateur de Mourir à Madrid, puis forcément Yves Montand et Simone Signoret, qui à l'époque étaient l'élite de gauche, pour retenir de l'aide afin de boucler le film et son montage. Federico Elton et moi-même avons parlé à énormément de personnes différentes, en vain. On a trouvé des gens disposés à nous aider, à nous prêter une salle de montage pendant 1 ou 2 mois, nous obtenir un accord avec un labo pour développer quelques mètres, mais c'était des broutilles, quand bien même cela était touchant. Lors de ce séjour, Chris m'a présenté un Cubain, Saul Yelin, le directeur des relations internationales de l'ICAIC, l'Institut cubain des arts et de l'industrie cinématographique, qui, de Paris, faisait le pont entre la production cubaine et les pays d'Europe de l'Est. Saul m'a transmis une proposition de ses supérieurs, de rejoindre Cuba pour terminer la bataille du Chili avec tout le matériel nécessaire en toute liberté. Moi, je ne connaissais pas vraiment les Cubains, mais j'avais beaucoup de camarades qui étaient liés à eux et qui ont pu faire remonter à Fidel Castro que l'on essayait d'achever un film intéressant sur le Chili. On est tombé des nues, mais Chris n'était pas vraiment ravi, car il était dans le projet depuis le début, il comptait rester à mes côtés, et pour moi c'était un maître. Mais cette offre impliquait que je laisse derrière moi
que je le laisse derrière moi, que je poursuive sans lui. Cependant, ça a été le choix idéal, tant nous avions tout ce qu'il fallait à la Havane. Le monsieur était... je suis fatigué. Le monteur, pas le monsieur. Le monteur était Pedro Chasquel, un Chilien d'origine allemande, rencontré après le coup d'État, qui a pu me rejoindre à Cuba, après m'avoir attendu depuis Buenos Aires. L'équipe était réunie, et nous sommes restés ensemble pendant 6 ans, pour finir ce film d'une façon quasi religieuse, isolé de tout dans notre salle de montage. Donc, de comprendre aussi pourquoi ce film est si long, en 3 parties, il dure quasiment 6 heures, et si complexe. Ils ont passé 6 ans dans une salle de montage à tout monter. Donc ça explique un peu ce résultat. Il y a des questions très techniques que je vais sauter un peu. Et on lui demande: votre carrière est en effet indissociable du Chili, hormis quelques exceptions. Vous revenez constamment à votre pays. Il répond oui, et j'y vais pour filmer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et même quand je reviens ici à Paris ou à Madrid, où j'ai vécu, mon cœur et mon champ de travail restent le Chili. Je ne peux pas abandonner cette réalité, et je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de personnes m'ont proposé des sujets sur d'autres pays, sur l'Équateur par exemple. Et même en commençant à réfléchir dessus, je reviens toujours au Chili. Et plus loin, on lui demande: votre trilogie Nostalgie de la lumière, Le bouton de nacre et La cordillère des songes, une trilogie dont on parlait tout à l'heure, de films qui mêlent l'histoire du Chili avec des éléments de sa géographie et voilà, oui, l'histoire et sa géographie et sa population, opte pour une forme différente. Vous mêlez au témoignage des récits d'aventures historiques, cosmiques et géographiques. Il y a quelque chose dedans qui fait presque penser à Werner Herzog. Comment avez-vous écrit et pensé ces films ? C'est compliqué de parler à froid du processus créatif de ces films. Comme beaucoup de documentaires, ces idées partent de choses concrètes ou d'une sensation. En l'occurrence, c'était la vision de la cordillère des Andes, ce gigantesque mur, qui est une image très forte, très importante pour les Chiliens. Et je savais que dans la cordillère, il y avait des observatoires. Mais je ne pouvais pas juste faire un film sur l'astronomie. Il manquait quelque chose. Et puis, ça n'est pas vraiment mon domaine. En voyageant au nord, je me suis rappelé aussi ce territoire où sont dispersés tous les morts de Pinochet. Comment unifier les astres et les cadavres ? Il y a dans les montagnes ces gigantesques appareils qui se meuvent en silence pour scruter les étoiles. Le désert est historiquement un lieu astronomique, puisque même avant l'arrivée de ces machines, c'est l'endroit parfait pour observer les étoiles. Quand on se couche au milieu du désert en pleine nuit, sans nuages, le vide est tel qu'il y a presque quelque chose d'effrayant dedans. On croirait faire une sortie dans l'espace, seul. Dans ce même désert, nous avons rencontré ce groupe de femmes, parentes disparues, et plus toutes jeunes, qui passent le désert au peigne fin, à la recherche de restes de leurs proches. C'est une image complètement absurde face à l'immensité du désert, et tous les jours ces femmes font la même chose. Ça paraît si absurde et pourtant, je me rappelle d'une femme qui à un moment nous a fait signe de venir. Elle tenait dans sa main une poignée de cailloux qu'elle a commencé à trier, avant qu'il ne reste qu'un petit bout d'os. Quand tu es avec ce genre de personnes, tu sais que tu es de l'autre côté du miroir. Puis, dans un observatoire avec mon équipe, nous avons rencontré une jeune femme, la fille de disparu. Et je me suis dit, comment c'est possible ? Comment observer l'espace quand ses parents ont disparu ? L'astronome était le lien de toutes ces histoires. Et dans Le bouton de nacre, il y avait l'eau comme lien, entre l'histoire de ces indigènes dont toute la culture s'est articulée autour de l'eau, et celle plus récente, plus macabre, plus douloureuse, du rapport à l'océan, où les hélicoptères larguaient des prisonniers, sous la dictature de Pinochet. Voilà. Il dit plus loin, je lis pas le passage, mais il dit juste que même si c'est actuellement une trilogie, il a pour projet de refaire un film qui poursuivrait ce processus en allant au nord du pays. Voilà. Pour y trouver un nouveau film. Et je vais aller boire un peu avant de lire les deux
les deux derniers passages. Voilà, les deux dernières phrases. Donc si tu as quelque chose à dire pendant ce temps-là, je reviens tout de suite et je te laisse l'antenne. Eh bah, merci. J'ai pas grand-chose à dire. Donc, eh bah, profitez de ce moment de silence et de calme au milieu de la dictature et du désert. Voilà. Ce moment de calme vous est offert par Aux frais de la princesse, une propriété de le Panarium de la princesse Léonard, une propriété de Clem et Donna. Ah, j'arrivais plus à parler. J'avais besoin de boire. Je sais pas si on a toujours des gens ou si on a perdu le peu de gens qu'on a pu. Ah, apparemment, il y a encore des gens qui nous écoutent. Eh ben, merci beaucoup. Et ça, merci, c'est Merci. gentil. C'est très gentil. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire si c'est le cas ou si c'est pas le cas. N'hésitez pas à dire si vous voulez m'entendre plus parler, parce que c'est vrai que là, C'est vrai que là, beaucoup parlé. de toute façon, là, il reste deux questions. Je vais lire d'affilée. Mm, Et après, on va parler si on a encore des choses à dire sur le sujet. Et puis, je pense conclure le live tranquillement. tout à fait. Euh... De quoi il parlait là, par contre? Excuse-moi. Ah, il disait, il y a un moment où il dit que le documentaire chilien est en grande forme. Ouais. Ça Très revient à bien. ce qu'on disait. Donc, Renate Sachs, productrice et épouse de Patricio Guzman, nous rejoint. Donc elle entre dans la pièce au moment de l'interview. Et donc l'intervieweur s'adresse à elle. Renate, vous êtes la productrice de Patricio depuis Nostalgie de la Lumière. Comment travaillez-vous pour produire ce genre de film? Patricio et moi travaillons et vivons ensemble depuis 30 ans. Je me suis retrouvé plongé dans le monde du cinéma documentaire, alors qu'à la base, je viens de la littérature latino-américaine. Cependant, donc je n'étais pas dépaysé. Quand Patricio a entrepris Nostalgie de la Lumière, ça a été très difficile de le faire produire en France, car beaucoup de gens auxquels il présentait le film ne le comprenaient pas. Et ça m'a indigné qu'avec la carrière de Patricio, on ne lui fasse pas confiance pour un nouveau film, pour d'obscures raisons de production ou de budget, et par un manque d'envie de comprendre. Donc j'ai produit le film moi-même, avec Atacama Productions, mais avec peu d'argent, la moitié de ce qui était prévu. Et le film a pu avoir sa vie. Plus tard, lorsque nous avons été invités par Eurodoc, association de promotion du documentaire européen, pour présenter Nostalgie de la Lumière, on a trouvé tous les membres des diverses commissions qui ont refusé de produire le film. C'est une belle revanche, d'autant plus que le film était en sélection officielle au Festival de Cannes. Et désormais, c'est une aventure qu'on continue avec Patricio. D'autant plus que ni lui ni moi n'avons l'intention de prendre notre retraite. Nous faisons tout ensemble. Lorsqu'il commence à écrire, je relis, je fais des commentaires, etc. Jusqu'au montage. Et au milieu de tout ça, on fait la cuisine. Sympa. Et dernière question, Patricio, la meilleure analyse de votre cinéma, semble avoir été faite inconsciemment par Gabriela, une des intervenantes du Cas Pinochet, donc un film réalisé par Patricio Guzman. Je crois que la force de la mémoire nous permettra de guérir. C'est pour ça qu'il faut rétablir la mémoire collective pour pouvoir vivre et construire l'avenir. Qu'en pensez-vous? Et donc il répond, on pourrait dire ça, oui. Gabriela était une femme très intelligente et parlait d'une manière sereine de sa souffrance. Mais de manière générale, je me reconnaissais dans ce que disaient toutes les intervenants de ce documentaire. C'était des personnes exemplaires pour moi. Fantasticas. Voilà. Donc on va terminer les deux interviews en sautant quelques questions moins intéressantes que d'autres que j'avais de Patricio Guzman. Je pense que elles sont plutôt intéressantes. J'entends que je les ai pas relues. Elles sont plutôt intéressantes pour Ouais, ils sont comprendre. très en phase avec ce qu'on voit Oui. dans son cinéma. Mm, C'est bien. exactement, pour comprendre comment il fait ses films, quelles sont ses spécificités à lui de réalisateur,
et en même temps, c'est quoi le documentaire chilien aujourd'hui, de manière générale aussi. Voilà. Est-ce que s'il y a des gens, est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'on vous a totalement perdu? Est-ce que non? Est-ce que ça donne... Pardon. Est-ce que ça vous a donné envie de voir ces films-là? Est-ce que pas du tout? Est-ce que vous les avez déjà vus? Et toi, Clémence, est-ce que tu as des choses à rajouter? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a un... Je... Oui. Bah, En fait, je trouve que ce qu'il dit, ça complète bien ce qu'on voit dans ces films. En fait, que Mm. c'est une démarche très très cohérente et qui s'étire un peu sur le long terme, quoi. Donc je sais pas, ces interviews, je les ai trouvées passionnantes quand même, parce que néanmoins il apporte des réponses et puis ça a l'air d'être quelqu'un de très intelligent et qui se floue pas par rapport à ce qu'est son cinéma, quoi. C'est Mm. pas trop comment dire, mais tu vois, des fois tu as des réalisateurs qui affirment quelque chose et qui une position politique par exemple, et on en retrouve le parfait opposé dans leur film, et tu sens qu'il y a une espèce de dissonance, mais là non, il est en phase avec ce qu'il raconte à la fois dans les entretiens et à la fois dans les films, donc je trouve ça intéressant. C'est voilà. Et Ok. Et du coup, si tu devais conseiller un film de Patricio Guzman pour que les gens euh, rentrent dans son cinéma, rentrent dans sa filmographie, par lequel faut-il commencer? eh ben je dirais le bouton de nacre, figure-toi. Euh, Parce que c'est une bonne synthèse de ce que je trouve est intéressant dans son cinéma, que c'est le deuxième film de sa trilogie de la matière, et que je le trouve déjà moins bouleversant que le premier qui est Nostalgie de la lumière, qui moi est personnellement mon préféré, mais je pense que c'est pas forcément le mieux pour commencer avec Guzman, parce que il a un peu vieilli dans l'image, même si ça me dérange Mm. pas pour le coup, et c'est pas forcément un défaut. Et surtout, il est très frontal dans la simplicité, et moi, il m'a énormément bouleversée. Alors que le bouton de nacre, il est peut-être un peu plus maîtrisé, il y a un peu plus de recul peut-être sur le sujet, et malgré tout, ça reste un film vraiment magnifique et chargé d'émotions et d'histoire et de politique et de magnifiques visuels. Donc voilà. Bah, je suis plutôt d'accord. Bon, bah, Très s'il bien. n'y a pas d'autres commentaires, je pense on peut vous dire au revoir, remercier les gens qui sont passés ou qui sont encore sur le live. Et oui, merci beaucoup. On Que espère tu que ça saches, on vous a avait un intéressé. viewer qui n'a pas parlé Ah, dans le chat, mais qui a parlé par message avec moi, mais il était là. et bah très bien, Et et ben on le c'était... remercie. Merci beaucoup Merci d'avoir à été tout le monde, présent. et puis donc il y aura le replay sur YouTube. Merci aux gens qui nous écoutent sur YouTube, et bonne Oui, soirée à tout le monde. bonne soirée et bonne nuit, et à Au bientôt. revoir.